Merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission. Hier 2 avril, c'était le week-end, c'était aussi la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'objectif, informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Il touche une personne sur 150 dans le monde, soit 430 000 personnes à l'échelle nationale. Alors c'est beaucoup et il y a autant d'autisme que de personnes avec autisme. Il faut donc se garder de réduire les individus et ce trouble à un schéma unique. Comme aujourd'hui, ce n'est pas simple de poser des mots sur l'autisme, on a demandé, non pas à un, mais à 3 experts, de nous expliquer de quoi il s'agit. Évidemment, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Francine, vous veillez. Oui, je suis sur le poste et j'attends vos commentaires, vos réactions et vos questions surtout. Et bien tout de suite, les réponses avec nos experts. Delphine, Agathe et Jean-José, bonjour et bienvenue. On va faire les présentations. Alors à côté de moi, Delphine Trouillet, vous êtes psychologue et psychomotricienne. Oui. C'est assez rare d'avoir les deux, en même temps les deux compétences. Alors vous intervenez où? Alors j'interviens au Centre Ressources Autisme, qui est situé sur Ajaccio, et à l'IME Les Moulins Blancs. Et donc vous intervenez plutôt la journée? Et j'interviens la journée sur l'IME Les Moulins Blancs en tant que psychomotricienne. À côté de vous, nous avons Agathe Corteggiani. Agathe, bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée donc au Moulin Blanc, à Ajaccio. Vous, c'est plutôt à l'internat et vous intervenez plutôt la nuit. Voilà, c'est ça, sur les temps ce qu'on appelle les temps familiaux. Et vous êtes venu accompagné de Jean-José Magnagne. Jean-José, vous êtes le directeur de l'établissement Les Moulins Blancs. C'est un institut médico-éducatif. C'est ça, c'est un institut médico-éducatif et c'est un des patrimoines donc, de l'ADPEI, Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés. Alors, il y a autant d'autisme que de personnes avec autisme. Mais si toutefois, je devais vous demander d'expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est l'autisme. L'autisme, c'est quoi? Alors, c'est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît souvent donc, avant l'âge de 3 ans et qui se caractérise par des difficultés dans plusieurs domaines. Donc, au niveau des interactions sociales, au niveau de la communication et au niveau du comportement notamment. Donc des troubles du comportement et des intérêts restreints. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est vraiment l'ensemble de ces 3 domaines qui va permettre de poser le diagnostic de troubles du spectre autistique. Parce qu'on d'ailleurs, on ne parle plus d'autisme. La terminologie a changé. C'est ce fameux TSA. C'est ça. Trouble du spectre autistique. Pourquoi ça change d'ailleurs? Alors ça a changé parce qu'en fait, avec les changements de classification qui donnent les critères diagnostiques, on a un petit peu élargi. Et du coup, voilà, on était avant sur les troubles envahissants du développement et actuellement, on est sur les troubles du spectre autistique. C'est volontaire, hein, c'est pas une histoire de sémantique. C'est vraiment pour classifier. Donc, si on devait schématiser encore avec beaucoup j'allais dire de précautions, il y a 3 grandes familles, c'est ça? Et quelles sont... Est-ce que c'est difficile à déceler déjà? Alors, ça demande de faire vraiment un bilan complet. Hein. C'est ce qu'on fait, nous, sur le Centre Ressources Autisme. Ce bilan, il va s'appuyer sur une observation et aussi sur ce que vont nous dire les parents. Et il faut effectivement que ça soit un bilan assez poussé pour pouvoir vraiment savoir si on est dans le champ des TSA ou pas. Est-ce que ça se traduit de quelle façon, justement, si on devait essayer d'être attentif? Alors, ça se traduit, comme l'a dit Jean-José Magnagne, ça se traduit vraiment, c'est vraiment des symptômes qu'on va retrouver, donc des troubles qu'on va retrouver au niveau des interactions, des troubles qu'on va retrouver... Avec les autres, donc. Voilà, avec les autres, dans l'expression des émotions, le pointage, enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui vont nous alerter, l'appétence à être avec les autres, à rechercher les autres, à recevoir aussi quand quelqu'un interpelle, c'est des enfants qui vont pas forcément s'intéresser aux autres enfants. Donc il y a le domaine des interactions, il y a le domaine de la communication. On va avoir des spécificités en fait au niveau de la communication, avec parfois, pareil, alors que tout est présent pour pouvoir parler, pas de langage qui apparaît, ou un retard de langage, ou un langage qui se construit de façon assez particulière. Et après, le 3e champ, c'est au niveau des troubles du comportement, où il peut y avoir différentes expressions de troubles du comportement, et aussi au niveau des intérêts qui vont être restreints, sélectifs, particuliers.
Donc c'est l'ensemble de choses. Voilà. C'est l'ensemble de ces 3 domaines qui va vraiment nous pousser à poser le diagnostic. Parce que votre diagnostic, vous ne le basez pas sur un seul symptôme. Il faut vraiment qu'il y en ait plusieurs. Et même là, vous n'êtes pas forcément, le corps médical n'est pas forcément d'accord. Un peu compliqué d'établir un diagnostic. C'est compliqué, on est encore sur quelque chose de clinique, hein. Il n'y a pas de gène de l'autisme, du coup c'est vraiment par une analyse clinique et du coup voilà, ça entraîne des difficultés des fois à poser un diagnostic, c'est parfois complexe. Par contre j'ai oublié de vous dire que donc il y a le centre ressources autisme qui intervient pour poser des diagnostics. Et il y a aussi les EDAP, l'EDAP ici donc, est situé au niveau du CAMS d'Ajaccio. C'est quoi les EDAP? Et les EDAP, c'est les équipes diagnostiques autisme de proximité, donc qui interviennent sur des diagnostics d'enfants en bas âge. Alors, s'il n'y a pas j'allais dire, de signes, enfin de tests qui permettent d'avérer ou pas un trouble du spectre autistique, il y a des signes. Pourquoi c'est extrêmement important de diagnostiquer le plus tôt possible? Parce que, oui. Le fait de diagnostiquer le plus tôt possible permet d'avoir un accompagnement adapté et précoce. Et plus les signes sont diagnostiqués de manière précoce, plus on arrive à avoir une prise en charge, un accompagnement digne de ce nom. Voilà, donc c'est pour ça que les CRA qui avaient des difficultés par rapport à un nombre croissant de demandes ont été accompagnés dans leur démarche par les fameuses équipes EDAP, donc, qui sont là pour des diagnostics plus simples, je dirais. Donc dès qu'il y a un souci majeur, c'est plutôt le CRA qui va faire un diagnostic poussé, alors que l'équipe EDAP, c'est plutôt un diagnostic moins complexe. Alors là, nous avons une réaction, pardon Célia, de Marion Tino qui nous dit « La prise en charge d'un enfant autiste relève du parcours du combattant, à commencer par l'éducation nationale, aucun dispositif d'accompagnement. » Alors il faut savoir qu'au niveau de l'éducation nationale, en 2012, il y avait 22 000 personnes recensées autistes qui étaient accompagnées, alors qu'à l'heure actuelle, à la rentrée donc 2016, il y en avait à peu près 30 000. Donc, ils sont accompagnés donc, au niveau des UE, des UEM, unités d'enseignement maternel, donc au niveau de l'autisme. Qui est situé ici hein, sur Saint-Jean. Voilà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 60 unités de maternelle et qu'il y en a 30 qui ont été créées en 2015. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'accompagnement, c'est vrai que c'est encore trop peu. Mais à ce sujet, il faut quand même souligner le partenariat sans faille qui a été mis en place par l'Éducation nationale, par l'inspection académique, et par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui nous donne quand même des moyens afin d'intervenir. Après, on peut toujours dire qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, parce qu'en effet, on essaie de proposer le meilleur accompagnement possible, mais ça reste quand même relativement complexe. Voilà. L'accompagnement, du coup, en fait, hein, il peut y avoir 2 types d'accompagnement dans le domaine scolaire. Soit être dans un cursus classique, avec une AVSI, hein, une auxiliaire de vie scolaire. Pardon. Et après, on a des classes spécialisées. En maternelle, il y a l'UE maternelle. Après, en primaire, on a la classe ASTED. Au collège, l'ULISTED. Donc voilà, toutes ces classes existent sur Ajaccio. Alors justement, vous, puisqu'on parle de dispositif, comment vous aidez les familles à gérer le quotidien? Comment ça se passe? La journée, la nuit? Alors moi, je travaille en internat, donc nous on accueille, on accueille un groupe de 12 enfants de 10 à 28 ans. Ah oui. Voilà, donc nous on est souvent amenés à être en contact avec les familles. Nous, notre travail à l'internat, c'est surtout de les accompagner à acquérir le plus d'autonomie possible. C'est-à-dire l'autonomie? Pour arriver à s'intégrer dans la société? Non, ça concerne plus l'autonomie au quotidien, au niveau de l'hygiène, apprendre à se laver tout seul, apprendre à manger seul, à savoir gérer sa vêture, des choses que... Après, alors pour cela, quand on nous demande ça, c'est vraiment le cas comment on accompagne ces personnes au quotidien, il y a vraiment un accent qui doit être
mis par rapport à la formation. Donc les éducateurs spécialisés au niveau de l'établissement sont tous formés sur différentes méthodes et c'est ce qui permet donc d'accompagner de la meilleure façon possible parce qu'il y a plusieurs méthodes ces personnes au quotidien. Donc l'accent qui doit être mis, c'est vraiment au niveau de la formation. Parce qu'Agathe parlait de 10 à 28 ans, les enfants, les ados et les jeunes adultes et même les adultes, c'est la même prise en charge ? Sur l'internat, oui, on a le même accompagnement. Sur l'externat, il y a 5 groupes différents à l'IME. C'est ça. Après, la spécificité, c'est qu'en fait, on va, en fonction de la personne dont on s'occupe, on va mettre en place un projet qui va répondre en fait à ses besoins, à ses difficultés. C'est quoi ce projet ? C'est le projet personnalisé qui va permettre en fait une personne autiste, comme on l'a dit au départ, elle va avoir des troubles au niveau des interactions, de la communication et du comportement. Justement là, on a une question sur Angélique qui dit: le fils de ma sœur ne parle toujours pas et il a 4 ans, donc on a peur que ce soit un signe d'autisme, et en même temps, il joue avec les autres. Donc il ne parle pas, mais il joue avec les autres. Alors moi, je pense que quand il y a une inquiétude, c'est toujours intéressant et approprié d'aller voir son médecin généraliste ou le pédiatre pour qu'il puisse lui-même voir un petit peu plus qu'il en est. Et au cas, s'il y a besoin, si le pédiatre est inquiet... La première démarche, c'est le pédiatre. Oui. 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 D'accord. Alors après, c'est vrai qu'il y a des signes précurseurs, mais il faut faire attention parce que les parents qui écoutent votre émission, il ne faut pas qu'ils se jettent de suite sur le pédiatre lorsqu'on va parler de ces signes précurseurs, mais généralement, je dirais, une absence de sourire social, c'est-à-dire un enfant qui ne répond pas au sourire d'un de ses parents arrivé à un certain âge, ça peut être un signe. Un enfant qui ne pointe pas, un enfant qui ne communique pas, un enfant qui a une fuite du regard. Voilà, qui va pas être dans les interactions. Souvent, c'est les premiers signes d'alerte, c'est vraiment les interactions visuelles. C'est un bébé qui ne va pas regarder sa maman quand elle va lui donner le sein ou le biberon. Et plus tard, un retard de langage. Le défaut aussi de gestes anticipatifs. Par exemple, un enfant, lorsqu'on l'approche du vide, il a toujours ce geste... qui doit tendre à se contracter, il doit le sentir, le vide. Un enfant aussi, un autre geste comme ça qui peut être parlant, vers lequel on tend les mains et qui ne répond pas justement à ce geste de son parent qui tend les mains. Mais je vous dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, avec précaution. Donc là, on parle du côté enfant. On a une autre réaction qui est assez intéressante. 10 secondes. Ouais, on nous dit: est-ce qu'on peut vivre une vie normale quand on est autiste, travailler, avoir une vie sociale dans le monde adulte, quoi? Alors, il faut être accompagné. C'est extrêmement complexe. Il faut être accompagné. Et c'est pour ça que... Je dirais quand même que ça dépend de la personne. Oui, mais c'est que chaque cas est particulier. Voilà. On rappelle que l'autisme n'est pas une maladie. C'est dans la classe des handicaps, mais c'est surtout un regard qui est différent sur le monde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir essayé de nous expliquer, et c'est Dieu seul sait si c'est compliqué. Nous demain on va parler d'autre chose, on va changer, on va enchaîner, nous fait une grimace, 3e édition de la série consacrée aux nouveaux animaux de compagnie, et demain ce sera les reptiles promis. Je vais faire l'émission avec un serpent autour du cou ce soir, Philippe Martinette. Je vous dis à demain, ciao. À demain. Merci, au revoir.